Je suis Laetitia Davidovitch, je suis chercheure au CNRS à l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à Valbonne et je vais vous présenter aujourd'hui les résultats qui ont trait à l'exploitation des données échantillons biologiques qui ont été collectés chez des patients adultes présentant des troubles du spectre de l'autisme et recrutés dans le cadre des centres experts Asperger. Et nous allons nous intéresser à la symptomatologie clinique en ce qui concerne les troubles gastro-intestinaux, également leur association avec les comorbidités somatiques et psychiatriques. Bonjour à tous, je remercie Marion de m'avoir conviée pour ce petit séminaire sur l'axe cerveau-intestin dans le contexte de l'autisme. Donc, comme vous le savez sûrement mieux que moi, l'autisme est caractérisé par des symptômes cliniques qu'on dit core, donc qui sont des déficits de communication, d'interaction sociale, associés à des comportements répétitifs et l'adoption d'intérêts restreints. Et il y a aussi, plus récemment, aussi la dimension d'anomalies de perception sensorielle qui a été rajoutée. Après, il y a de nombreux symptômes liés à des comorbidités, donc qui ne sont pas forcément présents chez tous les patients, mais néanmoins présents chez un grand nombre de patients, avec notamment des troubles de l'humeur, de l'anxiété, de l'hyperactivité, etc., etc. Et il y a aussi des symptômes qu'on va dire systémiques ou périphériques, donc qui sont hors système nerveux central, et notamment des dysfonctions au niveau du système immunitaire qui ont été observées, mais aussi des dysfonctions au niveau du tractus gastro-intestinal. Et nous, on s'intéresse en fait au lien entre ces dysfonctions avec les problèmes plus neurologiques observés chez les patients. Donc, quelles sont les dysfonctions au niveau immunitaire qui ont été répertoriées dans le contexte de l'autisme? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de facteurs de risque pour être diagnostiqués avec des troubles du spectre de l'autisme, notamment un tableau clinique maternel avec la présence de désordres auto-immuns. Aussi, pendant la grossesse, si la mère a contracté une infection sévère, c'est un facteur de risque pour que l'enfant à naître développe ensuite des troubles du spectre de l'autisme. Il y a aussi de nombreux variants génétiques, et Marion a été aussi impliquée dans leur caractérisation, qui sont associés avec les fonctions immunitaires et qui sont des facteurs de risque pour l'autisme. Donc ça, ce sont un certain nombre de facteurs de risque, mais il y a aussi, quand on regarde les patients eux-mêmes, on voit que dans leur sang, dans leur sérum, il y a des niveaux anormaux de cytokines, donc qui sont des petites molécules circulantes, sécrétées par les cellules du système immunitaire, bien sûr, mais également par tout un tas de cellules qui sont présentes dans le système nerveux central, notamment les neurones et la glie. Donc on a une augmentation dans certaines études de cytokines pro-inflammatoires, notamment IL-6 et TNF-alpha, pour n'en citer que quelques-unes. Mais on a également une élévation de cytokines qui, elles, sont chargées de recruter les cellules inflammatoires sur les lignes d'inflammation. Et une réduction de cytokines anti-inflammatoires. Il y a aussi dans certaines cohortes des déficits dans un certain nombre de population de cellules du système immunitaire et aussi des anomalies dans leur réponse à un stimulus immunitaire, notamment dans les cellules B et T et aussi les cellules NK, comme Marion aussi l'a montré relativement récemment. Et aussi, il faut savoir que dans des études post-mortem, mais aussi in vivo d'imagerie, il y a une neuroinflammation qui est détectée chez certains patients. Donc en fait, il y a une activation des cellules gliales qui vont notamment sécréter des cytokines qui vont peut-être venir perturber le fonctionnement neuronal. Donc ça, c'est un peu un tableau d'ensemble des dysfonctions au niveau du système immunitaire observé dans l'autisme. Maintenant, qu'en est-il des symptômes gastro-intestinaux dans le contexte de l'autisme? Eh bien, il y a une méta-analyse assez bien faite qui compile en fait les résultats de nombreuses études qui a montré qu'en fait, les enfants avec TSA ont 4 fois plus souvent de problèmes gastro-intestinaux que des enfants neurotypiques du même âge. Et notamment, les symptômes prédominants sont constipation, diarrhée et aussi douleur abdominale. Et aussi, toujours sur des cohortes de jeunes patients, donc pas sur des cohortes de patients adultes, les symptômes gastro-intestinaux ont été trouvés comme associés à différents symptômes. Alors, dépendamment des études, les symptômes associés varient.
il n'y a pas de clair consensus. Mais là, j'ai répertorié 4 études relativement bien faites où on montre en fait que les troubles gastro-intestinaux sont associés en fait avec des anomalies de la perception sensorielle et aussi l'anxiété, ou alors ici avec l'irritabilité, l'anxiété à nouveau et le retrait social. Et là encore, des anomalies au niveau du comportement et des interactions sociales et des problèmes d'affectivité. Aussi, à nouveau, interactions sociales problématiques et aussi le fait qu'ils soient non-verbaux. Alors, dans ce contexte, il y a aussi une particularité chez les patients autistes. Il y en a beaucoup qui ont en fait des problèmes de prise alimentaire. Si on regarde par rapport à leur père, ils ont 5 fois plus de problèmes de prise alimentaire que des enfants neurotypiques du même âge. Et il y a aussi ce phénomène de préférence alimentaire très sélective qui est observé, bon, pas chez tous les patients, mais chez certains patients. Et ça peut poser aussi des problèmes au cours de leur développement, puisqu'en fait, s'ils ne mangent que certaines choses très spécifiques, ils n'ont pas tous les apports nutritionnels qui seraient requis au cours de leur croissance. Et enfin, il y a une série de travaux qui a montré qu'il y aurait éventuellement une augmentation de la perméabilité intestinale chez les patients présentant des TSA, avec une augmentation de marqueurs de perméabilité intestinale comme la zonuline ou la calprotectine, mais également aussi une augmentation de la perméabilité au sucre lactulose mannitone. Et en fait, ça a contribué à générer l'hypothèse de ce qu'on appelle le leaky gut syndrome qui serait associé à l'autisme. Donc dans ce contexte-là, en fait, il y aurait une déstabilisation de la barrière gastro-intestinale et une ouverture de cette barrière qui finalement laisserait passer des composés qui normalement ne devraient pas se retrouver de l'autre côté de la barrière et donc dans la circulation générale. Donc notamment peut-être des composés de la paroi bactérienne comme les LPS, mais également tout un tas de molécules comme des métabolites qui ne devraient pas passer de manière passive au travers de la barrière intestinale. Alors aussi, il y a un volet de recherche très actif dans la dernière décennie, je dirais, qui s'intéresse en fait à caractériser la flore intestinale, donc le microbiote des patients présentant des TSA. Et là, il y a une récente méta-analyse qui a résumé en fait les travaux sur une vingtaine d'études, parce que la littérature est vraiment très abondante sur ce sujet, et qui a montré qu'en fait, les patients présentant des TSA ont une diversité microbienne au niveau de leur flore intestinale qui est réduite, donc moins d'espèces qui sont représentées. Et il y a un apparent consensus sur une diminution d'un certain nombre de taxia bactériens et une augmentation aussi de certains taxa, et notamment des clostridiés. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'il y avait une augmentation de la proportion de clostridiés dans la flore intestinale des patients autistes. Un point aussi intéressant, c'est qu'il y a quelques études qui ont montré, donc soit dans l'urine ou soit dans le sérum des patients et maintenant aussi dans des fécès, des selles de patients, qui avaient des niveaux anormaux ou différents de métabolites microbiens, c'est-à-dire des métabolites, des petites molécules dont la synthèse dépend exclusivement de la flore intestinale. Donc ça laisse aussi penser que ça va de pair avec une dérégulation de la composition de la flore. Et enfin, je voulais attirer votre attention sur une étude qui porte sur peu de patients, 18 patients, chez qui il a été réalisé des transferts de matière fécale, donc depuis des donneurs sains vers des patients présentant des TSA. Et en fait, ce transfert de matière fécale a conduit à une réimplantation d'une nouvelle flore, on va dire saine. Et ces patients ont été suivis donc à 6 mois et il a été constaté une réduction de leurs problèmes gastro-intestinaux, mais également une amélioration de tout un tas de symptômes comportementaux. Et là, ils ont plus récemment publié un suivi à 2 ans. Et en fait, ces effets bénéfiques, que ce soit au niveau gastro-intestinal et comportemental, perdurent. Donc ça donne quand même un petit peu d'espoir. Et ça montre aussi que finalement, la manipulation du microbiote, donc là, c'est une manière un peu extrême de le manipuler quand on le change en faisant un transfert de matière fécale, mais peut-être en utilisant des probiotiques ou d'autres types de composés qui pourraient moduler la composition, on pourrait observer une amélioration des symptômes, que ce soit au niveau gastro-intestinal, mais également comportemental. Donc tout ça pour vous expliquer un petit peu l'hypothèse qui est en vogue à l'heure actuelle, c'est que en fait un déséquilibre de l'axe cerveau-intestin, qui est un axe de communication bidirectionnel, pourrait contribuer au développement et ou à la maintenance
des symptômes de type autistique, mais également des comorbidités qui sont associées. Donc là, comme je vous ai dit, les patients présentant des TSA ont des symptômes gastro-intestinaux. Certains ont vraisemblablement une barrière intestinale qui est poreuse, une motilité intestinale anormale et aussi beaucoup de sensations de douleur abdominale. Et tout ça peut être lié directement finalement à ce qu'on appelle la dysbiose intestinale, c'est-à-dire une composition du microbiote qui est altérée. Et cette dysbiose intestinale, en fait, va jouer à plusieurs niveaux, qui sont les principaux niveaux et voies de communication entre l'intestin et le cerveau. Donc, ça peut jouer au niveau des cellules entéro-endocrines qui sécrètent en fait la sérotonine, et la sérotonine est connue pour être dérégulée dans le contexte de l'autisme. Aussi, ça peut jouer sur les cytokines qui sont sécrétées notamment par les cellules immunitaires qui bordent la barrière intestinale, et ça peut jouer aussi sur les métabolites synthétisés par cette flore intestinale. Et en fait, tous ces composés sont capables de remonter au cerveau via pour certains directement via la circulation générale s'ils arrivent à passer la barrière hémato-encéphalique. Après, il y a une voie de communication qui commence à être explorée, qui est vraiment une voie de communication neurale via le nerf vague dans un sens et via aussi les projections dopaminergiques, noradrénergiques dans l'autre sens. Donc c'est dans ce contexte-là qu'en fait un projet qui s'appelle le projet Microbiotisme, qui est placé donc sous l'égide de la Fondation fondamentale et sur l'étude de patients recrutés dans les centres experts, en fait, ce gros projet donc, est mené par Michel Nolnist à Nantes, et puis nous y sommes associés avec bien sûr Marion et aussi Joël Doré qui lui s'occupe du microbiome, et vise en fait à collecter des échantillons et des données sur environ 150 patients présentant des TSA, patients adultes et sans déficience intellectuelle, et aussi de recruter un certain nombre de contrôles. Et sous-jacent, suite à une évaluation clinique assez exhaustive, que ce soit au niveau psychiatrique mais également gastro-intestinal, il y a aussi une collecte d'échantillons biologiques et de nombreuses mesures qui vont être effectuées. L'idée est d'essayer en fait stratifier les patients sur la base des troubles gastro-intestinaux, en utilisant des outils de modélisation mathématique, de manière à avoir en fait des sous-types de patients présentant des troubles gastro-intestinaux et n'en présentant pas, ou du moins en présentant moins. Et ensuite, l'idée est de faire des analyses statistiques multivariées et de développer des stratégies de modélisation pour pouvoir comparer finalement ces sous-types. Qu'est-ce qui différencie les patients présentant des troubles gastro-intestinaux de ceux qui n'en ont pas ou qui en ont peu, et tout ça de manière à faire des études d'association entre la présence de troubles gastro-intestinaux et l'intensité de certains symptômes ou la fréquence de certaines comorbidités, qu'elles soient au niveau somatique ou au niveau psychiatrique. Et aussi avec l'idée d'éventuellement identifier des biomarqueurs de ces sous-types, et aussi d'analyser les réseaux métaboliques, donc associés à la flore intestinale, qui pourraient être perturbés chez les patients présentant des troubles gastro-intestinaux. Alors bien sûr, il y a un volet aussi d'expérimentation animale pour essayer de mieux comprendre les mécanismes, parce que les hypothèses que nous générons à partir des études de cohorte peuvent être ensuite être testées dans des modèles précliniques sur lesquels on peut faire des transferts de flore, on peut faire des traitements avec des métabolites microbiens, etc., et faire du phénotypage au niveau gastro-intestinal, aussi au niveau comportemental, et on pourrait aussi traiter ces animaux et regarder l'effet d'intervention thérapeutique qui cible le microbiote. Et tout ça, bien sûr, dans l'idée de comprendre un peu mieux l'hétérogénéité qui existe au niveau des populations de patients présentant des TSA, et également de pouvoir proposer à terme des stratégies de traitement qui seraient plus personnalisées. Donc là, je vous ai dressé un petit tableau d'ensemble de ce qui était un petit peu connu sur les dérégulations qui peuvent exister de l'axe cerveau-intestin dans l'autisme. Maintenant, les limites des études actuelles concernant vraiment l'étude des troubles gastro-intestinaux dans le domaine de l'autisme, c'est que la plupart des études ont des tailles d'échantillons relativement petites.
c'est-à-dire que les conclusions qui sont tirées de ces études ne sont pas forcément généralisables à l'ensemble de la population avec TSA. Aussi, la majorité des études, et vraiment quand je dis majorité, c'est large majorité, est consacrée à des cohortes pédiatriques, c'est-à-dire des patients qui ont moins de 18 ans. Donc en fait, on ne sait pas beaucoup de choses sur ces troubles gastro-intestinaux chez les patients adultes. Et il y a aussi dans ces cohortes, en général, une grosse hétérogénéité en termes de sévérité de l'autisme et également de la présence ou non de comorbidité, notamment la déficience intellectuelle. La plupart du temps, finalement, les cohortes sont assez hétérogènes à ce niveau-là. Et aussi, la plupart du temps, les symptômes gastro-intestinaux sont rapportés par les parents, surtout pour les petits-enfants qui, eux, ne sont pas forcément capables de s'exprimer sur l'intensité de leurs symptômes gastro-intestinaux. Donc, en se basant sur la cohorte une cohorte de patients qui a été recrutée au centre expert, les buts de notre étude étaient de décrire, déjà dans un premier temps, les troubles gastro-intestinaux et également les comorbidités somatiques du type auto-immun notamment, ou psychiatriques, dans une cohorte de patients adultes qui ne présentent pas de déficience intellectuelle. Et aussi, le deuxième but était d'essayer d'utiliser les troubles gastro-intestinaux, l'intensité des symptômes, pour stratifier les patients en sous-types présentant et ne présentant pas de troubles gastro-intestinaux pour mieux avancer sur la compréhension des associations avec les symptômes cœur de l'autisme, mais également les différentes comorbidités, qu'elles soient somatiques ou psychiatriques. Donc la cohorte sur laquelle nous avons travaillé, donc le recrutement a été opéré par Marion Leboyer et puis Alexandrou Gaman au centre expert. Les critères d'inclusion étaient d'avoir un diagnostic de TSA suivant le DSM-5, être adulte et ne pas présenter de déficience intellectuelle. Donc nous avons recruté 148 patients, 45 femmes et 103 hommes étaient représentés dans cette cohorte. Les patients ont été phénotypés assez extensivement, notamment par l'outil ADOS. Donc on a quand même 115 patients sur 148 pour lesquels les scores étaient disponibles. Nous avons aussi la SRS pour 109 patients et on a aussi les particularités sensorielles en se basant sur les critères du DSM d'évaluation des particularités perspectives. En ce qui concerne les comorbidités, donc du coup, notamment déficience intellectuelle, donc la VICE a été utilisée pour le QI. Et ensuite, des questionnaires ont permis de regarder la fréquence des comorbidités psychiatriques. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a pas mal d'échelles que nous n'avons pas été capables d'utiliser parce qu'en fait, elles n'avaient pas été remplies par suffisamment de patients. Et du coup, ça a limité nos capacités d'analyser cela. Et notamment dans certaines dimensions vraiment relevantes et d'intérêt dans ce contexte-là, ce qui était la présence de symptômes dépressifs et d'anxiété, et aussi pour les particularités sensorielles. Mais je reviendrai là-dessus après. Et après, pour ce qui concerne les comorbidités somatiques, gastro-intestinales et auto-immunes, c'était basé sur des questionnaires. Nous avons aussi eu accès à des échantillons de sérum, alors cette fois-ci sur environ 55% de la cohorte, donc vraiment ça ne reflète pas la totalité de la cohorte, dans lequel nous avons pu doser des biomarqueurs. Donc ça, c'est pour le cadre général de l'étude. Donc là, je voulais vous parler un petit peu du questionnaire GIPSI, là, qui en fait a été mis en place par Marion Leboyer puis Alexandrou Gaman. Et c'est en fait un questionnaire synthétique qui permet de dresser un tableau d'ensemble de la symptomatologie gastro-intestinale chez les patients, mais également de comorbidité somatique. Donc la partie d'exploration gastro-intestinale est inspirée du ROM4, qui est en fait un questionnaire traditionnellement utilisé pour caractériser les désordres gastro-intestinaux fonctionnels. Et il y a des items additionnels sur les désordres auto-immuns et aussi le tableau clinique du patient. Donc nous avons exploité la partie A du questionnaire qui concerne en fait la symptomatologie à l'âge adulte. La partie B était moins remplie parce qu'en fait, il faut faire appel aux parents puisque ça concerne l'enfance et aussi les antécédents cliniques des parents. Voilà. Donc là, si on fait une description, un tableau d'ensemble des symptômes gastro-intestinaux, donc dans notre cohorte de patients, il s'avère que 14,4% des patients
présentent souvent à très souvent des épisodes de diarrhée, 18% souvent à très souvent des épisodes de constipation, 4,8% constatent qu'ils ont des selles d'aspect anormal, à nouveau souvent à très souvent. Les sensations de ballonnement abdominal sont présentes chez quand même 24% des patients. Et aussi, les sensations d'inconfort ou carrément de douleur abdominale sont présentes aussi chez 23% des patients. Donc c'est quelque chose qui est relativement récurrent. Et aussi, la présence de reflux présente dans 29% des patients, ce qui est quand même quasiment un patient sur 3. Donc c'est relativement important. Et lorsqu'ils présentent des douleurs abdominales, eh ben, l'intensité des douleurs est moyenne à forte chez 50% des patients. Donc on se retrouve avec des personnes qui sont vraiment en difficulté, en douleur. Et quand ces épisodes sont très récurrents, cela peut aussi contribuer à altérer leur fonctionnement quotidien. Pour ceux qui ont des troubles gastro-intestinaux, donc en fait ces troubles se sont déclarés relativement tôt, notamment dans 37%, chez 37% des patients dans la tranche entre 3 et 18 ans. Donc ce sont des problèmes récurrents, donc finalement dont ils souffrent depuis souvent la petite enfance. Voilà. Comme résultante de ces problèmes gastro-intestinaux, eh bien, il y a environ 13,8% des patients qui suivent souvent un régime spécifique qu'ils ont adapté sûrement aux troubles qu'ils ressentent. Et aussi, il y a quand même 13,7% des patients qui présentent des épisodes d'intolérance ou d'allergie alimentaire fréquents à très fréquents. Donc on se rend compte là quand même, en dressant ce tableau d'ensemble, que ce sont des symptômes qui sont peut-être peu souvent regardés chez ces patients, mais néanmoins qui doivent générer un inconfort certain chez ces individus et qui peuvent contribuer aussi à vraiment perturber leur qualité de vie, quoi. Il ne veut pas. Ok. Si on regarde les désordres auto-immuns qui peuvent affecter les patients, eh bien, 20% des patients ont des douleurs articulaires récurrentes, ce qui est quand même une fraction importante, ou des problèmes dermatologiques. Et lorsqu'on parle vraiment de diagnostic posé de pathologie auto-immune, eh bien, il y a quand même plus de 50% des patients qui ont un diagnostic d'au moins une pathologie auto-immune. Et les plus fréquentes, ce sont l'eczéma, l'asthme ou des allergies sévères. Donc là aussi, il y a une composante auto-immune qui est importante dans la symptomatologie, quoi. Quand on regarde en fait les comorbidités psychiatriques, eh bien, la comorbidité la plus fréquente est en fait la présence d'un désordre de type anxieux chez 80% des patients. Ensuite, il y en a beaucoup qui ont aussi des épisodes majeurs de dépression. Et on voit aussi que l'anxiété généralisée est aussi très prégnante chez les patients présentant des TSA. Maintenant, donc ça c'était la première partie. On a décrit dans un contexte général les symptômes gastro-intestinaux et aussi les comorbidités somatiques et psychiatriques chez les patients. Maintenant, notre deuxième but était d'essayer de stratifier, d'identifier 2 sous-types de patients sur la base des troubles gastro-intestinaux. Donc, on s'est attaché au score qui concernait 5 items, donc les épisodes de diarrhée, constipation, l'apparence des selles, les sensations de ballonnement intestinal et les douleurs abdominales. Nous avons utilisé, pour faire la classification des patients, un algorithme qui a été développé par des collègues mathématiciens, qui est en fait une méthode de classification non supervisée et hiérarchisée. Je vous passe les détails. Toujours est-il qu'en analysant donc, ces 5 items, sur les 148 patients, l'algorithme a réussi à nous séparer en fait en 2 notre cohorte de patients, donc un cluster ou un sous-type qu'on dit 1 et un cluster ou un sous-type qu'on dit 2. Ils sont clairement séparés dans l'espace mathématique comme vous le voyez ici. Et puis nous avons aussi une valeur associée à chaque patient qui s'appelle la silhouette. Donc c'est on va dire une variable mathématique qui permet de vérifier la qualité de notre classification. Et en fait, plus cette silhouette se rapproche de 1, plus la classification est bonne. Et il s'avère que pour la majorité des patients, que ce soit dans le cluster C1 ou le C2, ils ont des valeurs de silhouette très proches de 1. Donc nous sommes relativement confiants que notre classification a été opérée dans de bonnes conditions.
Alors là, j'ai choisi de représenter différemment les deux clusters. Donc nous avons le sous-type 1 et le sous-type 2. Et j'ai fait un code couleur. Donc ce qui est bleu, c'est 0, c'est-à-dire pas de problème. Plus on se rapproche du rose foncé, et plus il y a une intensité de troubles gastro-intestinaux. Donc on voit assez clairement que le cluster 2, le sous-type 2, comprend des patients qui ont des scores élevés, alors que le sous-type 1 comprend des patients qui n'ont absolument aucun symptôme gastro-intestinaux, et d'autres qui en ont certains, mais d'intensité relativement faible. Donc l'idée était en fait d'essayer de comprendre les caractéristiques de ces sous-types de patients, donc sur la base toujours de réponses aux différents questionnaires. Donc en fait, ici, vous regardez juste, ça c'est la moyenne des scores pour le sous-type 1, la moyenne pour le sous-type 2, et ici en fait c'est la significativité de la différence, et ici on a été obligé d'appliquer une correction sur les p-values, parce que comme on fait beaucoup de comparaisons, on est obligé de compenser pour ça, quoi. Donc il s'avère que pour les 5 scores utilisés pour la classification, il est assez clair que les patients du sous-type 2 ont des symptômes d'intensité plus élevés ou plus fréquentes que ceux du sous-type 1, et ça c'est clairement identifié. Après, les patients, il n'y a pas de différence au niveau de l'âge dans les deux clusters. Pour les patients présentant des troubles gastro-intestinaux, plus souvent, en fait, les douleurs abdominales ou les douleurs liées aux troubles gastro-intestinaux modifient leurs activités quotidiennes. L'intensité de la douleur est plus élevée. Ils ont aussi plus fréquemment un phénomène de reflux et plus fréquemment des épisodes d'intolérance alimentaire. Ils sont plus fréquemment sous un régime spécifique et ils ont plus fréquemment aussi des douleurs articulaires. Donc en fait, ces deux sous-types de patients sont très différenciés, quoi. Les autres caractéristiques, eh bien, on voit qu'il y a une surreprésentation finalement des femmes dans le groupe avec troubles gastro-intestinaux, ce qui laisse supposer qu'il y a plus de femmes avec TSA qui ont des troubles gastro-intestinaux. Le début des symptômes a été plus précoce chez les patients du sous-type 2. Ils ont aussi plus fréquemment un diagnostic de troubles gastro-intestinaux fonctionnels. Si on s'intéresse aux marqueurs, donc que ce soit des marqueurs inflammatoires comme les chymokines ou les cytokines, ou de perméabilité intestinale comme la calprotectine et les anilines, il n'y a aucune différence entre les patients présentant des troubles gastro-intestinaux et n'en présentant pas. Donc pour nous, dans le cadre de cette cohorte, il n'y a pas de signe vraiment d'inflammation, même à bas bruit, chez les patients présentant des troubles gastro-intestinaux. Si on s'intéresse aux comorbidités entre les patients du sous-type 2 et du sous-type 1, finalement, la seule différence est que ceux du sous-type 2 sont plus sujets à avoir des désordres gastro-intestinaux, ce qui semble assez logique, et ils ont plus fréquemment un diagnostic de maladie génétique associée. Si on regarde les différences au niveau de l'expression des symptômes cœur de l'autisme, eh bien, on a, si vous regardez ici, il n'y a aucune différence significative. Donc, vraisemblablement, il n'y a pas de différence dans l'intensité de l'expression des symptômes cœur de l'autisme. Et en ce qui concerne le QI, c'est la même chose. Si on regarde les comorbidités psychiatriques, là encore, il n'y a pas de différence significative dans l'incidence de ces comorbidités psychiatriques. Le seul élément qui pourrait les différencier un petit peu, c'est les troubles du comportement alimentaire. Et par contre, j'attire votre attention sur, même si ce n'est pas significatif, tout ce qui concerne anxiété et dépression. En fait, on a systématiquement plus de patients qui ont des problèmes dans ces dimensions-là, dans le cluster avec trouble GI, même si ce n'est pas significatif. Et par contre, ce qui nous a un petit peu intrigués, c'est que quand on s'intéresse aux anomalies de perception sensorielle, il s'avère que finalement les patients du sous-type 2 ont plus fréquemment des anomalies de perception sensorielle, notamment en ce qui concerne l'odorat et le goût, comme vous pouvez le voir ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment bien creuser. Donc, cette histoire d'association potentielle entre troubles gastro-intestinaux et anxiété-dépression, et aussi troubles gastro-intestinaux et anomalies de perception sensorielle, par des analyses multivariées. Parce que pour l'instant, on a fait juste des comparaisons.
Pour les analyses multivariées, ça nous permettra en fait de corriger nos comparaisons en fonction de l'âge, du sexe, qui sont des facteurs qui peuvent être confondants vraiment dans les études cliniques. Et aussi, pour les particularités sensorielles, on aurait besoin en fait d'une échelle un peu plus fine que juste les critères du DSM qui sont basés sur hypersensible, hyposensible ou normal. En fait, l'échelle de Dune, c'est une échelle qui est vraiment couramment utilisée et elle est beaucoup plus, la gamme des scores est beaucoup plus élevée et ça permettrait d'être beaucoup plus fin en termes de détection. Et ça, a priori, c'est un auto-questionnaire qui peut être envoyé au patient par email et qui pourrait compléter à la maison. Il n'a pas besoin d'être administré par un praticien en particulier. Et aussi, pour l'anxiété et la dépression, il y a les échelles de Hamilton pour anxiété ou dépression. Malheureusement, elle n'était disponible que pour très peu de patients dans le cluster 1 et dans le cluster 2, mais on voit qu'il y a quand même une tendance à l'augmentation des scores dans ces échelles. Donc en fait, si on pouvait avoir accès à à ces échelles pour plus de patients, ça serait vraiment l'occasion de pouvoir tester l'hypothèse des associations. Et je vais procéder aux remerciements. Donc toute l'équipe à l'IPMC où je travaille, et Nicolas, chef d'équipe, Susanna qui est la biostatisticienne qui peut gérer, elle, les analyses multivariées, ma collègue Olfa qui a fait les dosages de cytokines, bien sûr toute l'équipe du centre expert Asperger et les collaborateurs mathématiciens, aussi Michel Nonlix impliqué dans le projet, et Joël Doré de Métagénopolis, et les organismes subventionnaires. Et je vous remercie pour votre attention. Good afternoon, I'm Elisa Santocchi and I come from Italy. I work in the Research Institute of X Fondazione Stella Maris. Today I will discuss and comment clinical results and methodological approaches of the study discussed and presented by Dr. Davidovich. First of all, I want to thank Professor Marion Leguayer for having invited us to this important meeting. I and Dr. Guiducci come from two institutes of Italy and have just concluded a study on gut-to-brain interaction in autism spectrum disorders. So we are very glad to comment and discuss the interesting results of this study. Of the study presented by Dr. Davidovich. This is the point. Okay. As my colleague has just said, autism spectrum disorder are a set of complicated disorders related to neurodevelopment, and what's important is that it's already note that both environmental and genetic factors concur to the pathogenesis of these disorders, of these complex disorders, and environmental factors act just during the intrauterine period and in the early, very early period of life. Microbiota has thought to play a significant role not only in the pathogenesis of ASD but also of other neurodevelopmental disorders such as ADHD, and also of other disorders such as mood, anxiety, and psychotic disorders. Okay. Beginning from the aims of the studies, we think that the authors of this study has addressed appropriately the limit of current literature. In fact, they have chosen to correlate several clinical dimensions and they have correlated not only GI symptoms and clinical symptomatologies but also to immune, somatic and psychiatric comorbidities. The choice of selected a particular subphenotype, it's important because we can in this way limit the extreme heterogeneity in clinical settings, and so the authors have decided to choose adults without intellectual disability.
Adults can give us important information about the lifetime prevalence of GI symptoms, while current studies are made, have been performed mostly on children and adolescents. Finally, the authors have appropriately chose to define clinical subphenotypes using a clustering fashion, clustering classification that is appropriate in the light of the clinical heterogeneity of ASD. In this field of research, it's important to choose the appropriate instrument to assess GI symptoms. And this has been discussed in a recent review published on the problems related to studies on GI symptoms in ASD. The authors affirm that the very wide range of prevalence estimates of GI symptoms in these studies are due to several methodological limitations, such as retrospective study design, inappropriate control groups, clinical heterogeneity of ASD samples, but also reliance on parent reports of symptoms. Another problem is that several questionnaires that assess GI symptoms have been designed for the ASD populations, but none have been formally assessed for validity. The authors have reviewed 144 studies selected from 1980 to 2017 and use a subset of 84 studies for assess the prevalence estimate. As you see, there is a great heterogeneity in number of participants, in the source of study participants, and in the ages of participants. And the fact that the median age is 6.7 years means that most of the studies have been conducted on children. The main problems is the method of ascertainment of gastrointestinal symptoms and conditions, because most of the questionnaires are compiled by parents caregivers with a problem of recall bias, while only a few studies have used questionnaires directly compiled by ASD subjects. And as you can see, very few studies have used information obtained directly from professional medical sources. The last problem is that more than half of the questionnaires used in these studies have been created ad hoc for the study itself, and so they are. We have a lot of questionnaires never validated and never used before. As you see from the left side, the number of questionnaires used is very wide. The authors affirm that a number of symptoms prevalence proportion varied significantly by study characteristics and depended on who reported the symptoms, the age of participants, and study design types, while no symptoms prevalence proportion differed significantly or had a discernible association with diagnostic category, geographic region, publication year, and type of questionnaire. As far as the description of GI symptoms in this study, we've seen that results are quite similar and quite comparable to those of previous research, in that bloating, oropharyngeal reflux, and abdominal discomfort and pain are the most frequent symptoms, followed by diarrhea and constipation. If you come back to the meta-analysis presented by Dr. Davidovich, you see that effectively diarrhea, constipation, and abdominal pain were the most frequent symptoms, but this meta-analysis was conducted on children and not on adult patients.
And, and besides, in the review by Oling and colleagues, in which also adult passion have been considered, we see that bloating and reflux are quite frequent, with frequency similar to that of the study we are discussing. The authors have found a significant prevalence of both autoimmune disorders and psychiatric comorbidities, and this is in line with current literature, in that comorbidity is very common, is more the rule than the exception in ASD. You see that more than 70% of children and adults with autism have concomitant condition. And concomitant condition contribute not only to morbidity but also to mortality of this population. It's important to underline. And you see that the more frequent are epilepsy, gastrointestinal problems, immune dysregulation, sleep disorders, anxiety, and depression. That are the comorbidity they have found. There are three possible mechanisms for explain this high frequency of comorbidity in ASD. Common mechanism, independent pathways or cumulative impact, and effect of medical abnormalities on underlying mechanism or vice versa. These three models, these three explanations are not mutually exclusive. An important aspect and merit of this study is to have follow a dimensional construct instead of a categorical one, because the extreme interindividual heterogeneity of this disorder need give to the researchers and to clinicians to consider that also comorbidities is distributed as a spectrum, and so it's better to clusterize symptoms than using a categorical dichotomic method of classification. As for the results, the C2 subtype displays more frequent GI symptoms and was also characterized by specificity regarding diet. And this is highly reported in literature. In fact, GI functioning in ASD also encompasses nutrition, including food allergies, metabolic abnormalities, pre-existing nutritional deficiencies, nutrition-related medication side effects, and behavioral problems, including highly frequent problematic eating. The finding of specificities in joint pain in adults with more frequent GI symptoms is interesting, because even in absence of significant difference in the rates of autoimmune disorders, we can think about an overlap between GI symptoms of GI dysfunction and systemic symptoms mediated by altered inflammatory and immune system. And this is highly reported too in literature. These are complex model of interaction of systems and pathways that regard not only GI function and immune function, but also psychiatric comorbidity, and the interrelationship are mediated by genetic vulnerability and shared environmental factors. The findings of the fact that in this study the cluster with more frequent GI symptoms show a very early onset of GI symptoms before 3 years of age, together with the finding of a more frequent diagnosis of GI disorders, of genetic disorders, suggest the hypothesis of a greater burden of genetic factors
or different interplays between environmental and genetic factors in these subjects. Recent findings about some genes coding for important receptors or proteins involved in serotonin metabolism or uptake, shared by the central nervous system and gastrointestinal systems, go in this direction. Finally, the finding that females have more frequent GI symptoms is interesting, not always reported in literature, but it could suggest has a different role of genetic factors in these subtypes of subjects. This study found no statistical difference for psychiatric comorbidities between subjects with more or less gastrointestinal symptoms, and this is apparently contrasting with previous literature, because in previous literature we found a great frequency of irritability, social withdrawal, hyperactivity. But we have to note that past studies have been conducted on children and frequently on children with intellectual disability. And so we hypothesize that maybe this different result and no significant difference in psychiatric comorbidities could be due to the fact that the population is composed by adults without intellectual disability. A recent study in a French court in young adults has shown that the main risk factor for challenging behaviors was ASD symptoms severity. The level of language impairment was a significant predictor of self-injury, while gastrointestinal disorders were a significant predictor of stereotypy. Patients with IgI symptoms display more frequently sensory particularities, in particular for smell and taste. And besides, a large-scale study indicated that anxiety, sensory over-responsivity, and GI problems are interrelated in children with ASD. But we could hypothesize that in this sample, the sensory particularities found in patients with IgI symptoms didn't reach enough intensity to contribute to determine a different prevalence in anxiety or other psychiatric comorbidities between the two clusters because of the concomitant presence of the age, adult age, and the high cognitive level. This is one of our study on 230 preschoolers. We have compared ASD preschoolers with typical development children matches for age and sex, and we have used CBCL to determine the presence of gastrointestinal symptoms using 7 items of the somatic complaints syndrome scales. We have found that we have a significantly higher percentage of children with GI symptoms in ASD group than in typical developmental one. You see quite more than 35% of children. And we found that the more frequent symptoms were constipation and feeding problems. And again, we found that children with gastrointestinal symptoms had more anxiety problems, somatic complaints, externalizing and total problems compared with children without gastrointestinal symptoms. Finally, there is no difference in the expression of ASD core symptoms or IQ between patients presenting GI symptoms and those without, and this is highly consistent with previous literature. So most of the studies did fail to report a correlation between IQ, autistic severity, and GI symptoms.
And this is also the finding of our second study on 163 ASD preschoolers. Again, we found a high proportion of gastrointestinal symptoms and food selectivity, and we found that ASD preschooler with GI symptoms or food selectivity show significantly more emotional behavioral problems and restrictive repetitive behaviors than ASD without GI or food selectivity symptoms, but didn't differ significantly on performance, IQ, and autistic severity from children without GI and food selectivity, respectively. So these results are very similar to those of this study we are discussing. I pass the word to my colleague. Good afternoon. I am Letizia Guiducci. I come from Italy, from Institute of Clinical Physiology of Pisa. I am here to discuss the result of Letizia Davidovich study in the field of gut-brain autism, in particular in the biological part. Good afternoon. Recent literature highlight the link between immune dysfunction and cytokine and altered gut function in the ASD study. For this, in the Letizia Davidovich study, it's very important to have measured in the serum sample the cytokine, including TNF-alpha and interleukin-6, and the marker about intestinal permeability as zonulin and calprotectin. In the Davidovich study, they don't find any statistical difference between the 27 biomarkers in the two different cluster groups, including pro-inflammatory, cytokine, and permeability biomarker. There are a lot of studies in the literature that compare the autistic patient with the control subject about a lot of kind cytokine with the opposite results. For example, Ferguson found that interleukin-6 was negatively correlated with the cognitive profile and with the socialization scale, while TNF-alpha was correlated with the irritability scale. Other study, for example, a study of Xi and colleague, showed that there is a high level of TNF-alpha which is correlated with some autistic trait. Very important study is a study of Masi that measured a level of 27 cytokine, found that in the children, found that the symptomatology of autism was negatively associated with the level of 4 cytokine. And in particular in the female, significant interaction with SEDS suggests a different immune profile for female compared to the male. Okay. Also in the animal model, for the study of cytokine in the mother, is measured the interleukin-6 in the protein. Find that there is an acute inflammatory reaction in the progenitor brain causing change in brain development and behavior. In another study, Washington and colleagues showed that prenatal exposure to interleukin-6 is correlated with the appearance of social deficit and behavior profile in similar to the autism. Okay. In the recent year, we are in the literature. We can read meta-analysis about pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokine in the autism spectrum disorders. But the problem is that in this kind of meta-analysis, there is not investigate the difference between a patient with low gastrointestinal or high gastrointestinal symptom.
In the Ferguson study, in a sample of SD children, they don't have any different for the cytokine comparison gastrointestinal and non-gastrointestinal subject. To our experience, we have recently concluded a study in 85 SD preschool children, and this study was funded by the Ministry of Health, Italian of Health, and this study was a double-blind randomized control trial with a nutritional supplementation with 4 parallel arms. In particular, in this study in 85 SD children, at the beginning, the baseline, these children were allocated in the gastrointestinal or in non-gastrointestinal group on the basis of gastrointestinal severity index. So, to Letizia study, we have divide the children in two different subgroups. And then, after the allocation this group, each children was randomized in a different arm with a treatment with probiotics or treatment with placebo for 6 months. In our study, we have the prevalence of male in the children, and similar to the Davidovich study, we don't find any different in the cytokine profile, in particular in TNF-alpha, interleukin 6, and the other biomarker. In this study of Napoleoni, instead, the children with SD and also with gastrointestinal symptomatology had higher level of interleukin 1 beta, interleukin 2, and interleukin 6, different with children with SD but without gastrointestinal problem. Another marker very important to use in this kind of study is the fecal calprotectin. That is a marker of intestinal permeability. But at the moment, the data available in the literature on the dosage of fecal calprotectin in SD subjects are very limited and conflicting. For the fecal calprotectin in the Davidovich study, the authors don't find any different level from calprotectin in comparison the group of cluster 1 and cluster 2. And other study in the literature found no difference in fecal calprotectin level among children with SD and control. Strati found no different in fecal calprotectin level between SD and subject, healthy subject. And another study, very important, is a study of De Magistris that is conducted in SD, where the intestinal permeability was assessed with the test mannitol lactulosio, while the intestinal inflammation was measured by the calprotectin level. This is very important because the fecal calprotectin was abnormal in the 24.4% of subjects SD, regardless of presence of GI disorder. In our study, similar to Davidovich study, we don't find any difference of fecal calprotectin value in the two subgroups, gastrointestinal versus non-gastrointestinal group. Other study that in the literature show that gastrointestinal symptoms are not correlated to fecal calprotectin, but were correlated to intestinal permeability.
Also for the zonuli that use as intestinal marker of permeability, there are a lot of studies in literature, but we don't find difference between gastrointestinal versus non-gastrointestinal group. For the calprotectin, also for the zonuli parameters, in our study we don't find any difference as the Davidovich study. So, in conclusion, combining the data of literature with the Davidovich study, our study, maybe the presence of gastrointestinal symptomatology in ISD subject, both children and adults, is not correlated to an altered systemic inflammatory study and not related in increase in marker of altered permeability. So it's very important to have a multi-omic characterization of person with the clinical phenotype, including gastrointestinal symptomatology, and the study of microbiome profile and metabolomic profile. So for future direction, it's important to refine characteristics of subgroup and validate the potential subtype, complex phenotype for target recruiting in future interventions trial, and to go value the result of ongoing study with prebiotics, probiotics, and antibiotics to carry out other study addressed to tailor to personalized medicine. Thank you for the attention.